Le Phèdre de Platon, notice introductrice du traducteur Émile Chambry, suite, les qualités littéraires. Cette manière de composer prête au dialogue de Platon un air de naturel inimitable. Le charme en est encore augmenté dans le Phèdre par l'enjouement et le badinage des interlocuteurs, par l'ironie légère, par le détail précis et gracieux qui crée la vraisemblance et charme l'imagination, par l'aisance avec laquelle Socrate passe de la familiarité de la conversation à la sublimité de la poésie. Rien n'égale la magnificence du style de la Palinodie. Jamais poète n'a peint les spectacles qui frappent les yeux avec la splendeur dont Platon a revêtu les idées les plus abstraites. Aucun tableau d'Homère ne dépasse en grandeur la peinture des majestueuses évolutions des dieux emportés par le mouvement du ciel, ou de la mêlée des âmes qui s'élancent vers les idées et retombent les unes sur les autres en se froissant et s'estropiant dans leur chute. La force de l'imagination est telle chez Platon qu'il crée des mythes comme l'ont fait les poètes primitifs. Il assimile l'âme humaine à un assemblage formé d'un cocher et de 2 chevaux, et il conte l'aventure amoureuse du trio avec tant de naturel et de force qu'on oublie l'allégorie et qu'on s'intéresse à chacune de ces 3 entités aussi vivement que si elles étaient de vraies personnes. Les caractères. La même force créatrice se retrouve dans les caractères. Le dessin des caractères est généralement le point faible des dialogues écrits par des philosophes. Leurs porte-paroles n'ont ni forme ni couleur, ni sensibilité, ni volonté. X ou Y est le nom qui leur convient. Chez Platon, au contraire, chaque personnage a sa physionomie propre et leur caractère se révèle à chaque pas dans le ton, l'accent, le sentiment qui accompagne leurs paroles. Souvent, un mot, un étonnement, un aveu, un silence même suffit à découvrir le fond de leur âme. Le Phèdre n'a que 2 interlocuteurs, Phèdre et Socrate. Phèdre est un jeune homme selon le cœur de Socrate. Comme le maître, il est passionné pour les discours, dévoré de l'amour de la science. Et les nobles discussions de la philosophie sont à ses yeux la seule chose qui donne du prix à l'existence. Son humeur vive et enjouée, sa prompte susceptibilité quand on attaque son ami Lysias, sa curiosité naïve, son amour de la vérité, son courage à reconnaître ses erreurs et ses préjugés, son admiration pour Socrate, son respect mêlé de familiarité, sa franchise et sa liberté de jugement, tous ces traits donnent à la physionomie de Phèdre un charme de jeunesse et de grâce inexprimables. Mais que dire de l'étonnant, du prodigieux, du divin Socrate ? Ce sont les qualificatifs qui échappent à l'enthousiasme de ces 2 jeunes interlocuteurs. Il faut lire dans le banquet l'immortel portrait qu'Alcibiade a tracé de son maître. Tel Alcibiade le peint, tel il se retrouve ici. Nous le voyons cheminer pieds nus sur les bords de l'Ilissos, rafraîchissant ses pieds dans le courant, tandis qu'il admire avec un sentiment exquis les beaux arbres, l'herbe drue et les eaux transparentes. C'est bien cependant le railleur dont parle Alcibiade. Il se moque des sophistes, des rhéteurs, il se moque même de son jeune ami Phèdre, mais avec douceur, car il n'aime pas la brutalité, et il le reprend quand le jeune homme, abondant trop vivement dans le sens du maître, raille rudement ceux dont celui-ci réfute les prétentions. C'est aussi le Silène auquel Alcibiade le compare. Le Silène qui, en s'ouvrant, laisse voir les plus précieux trésors. Socrate ouvre son âme et tout un monde de visions célestes se révèle à nos yeux éblouis. C'est vraiment de lui qu'on peut dire qu'il est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Il est comme enivré du souvenir des choses célestes. Pour lui, la vie n'a de sens que si elle est occupée à les ressaisir par l'amour et la dialectique,
et le philosophe qui poursuit le vrai, le beau et le bien est le seul homme qui se rapproche des dieux. Platon a sans doute idéalisé Socrate. Il est certain que Socrate ne s'est pas élevé si haut dans la spéculation philosophique et que Platon lui fait dire ici des choses auxquelles il n'a jamais pensé. Il n'avait pas non plus sans doute l'imagination grandiose et la poésie d'expression de son illustre disciple. Il était certainement plus simple de langage comme il était simple d'allure. Mais il était bien l'infatigable semeur qui faisait lever dans les âmes de ses jeunes auditeurs la passion des belles connaissances et l'amour de la justice et de la vertu. Il faut qu'il ait été bien original et bien grand par l'esprit et par le cœur pour avoir laissé sur ses disciples une si forte empreinte et pour avoir inspiré à Platon une admiration si absolue et un enthousiasme si fervent et si durable. La date du dialogue. Certains critiques anciens, en particulier Olympiodore et Diogène de Laërte, ont prétendu que ce magnifique dialogue était le premier ouvrage de Platon. Et la raison qu'ils en donnent, c'est qu'il abuse du style poétique et que l'éclat de l'imagination, des métaphores et des images trahit l'exubérance de la jeunesse. Si cette opinion était juste, il faudrait placer la composition du Phèdre à l'époque où le dialogue est censé avoir eu lieu, c'est-à-dire aux environs de l'année 406, comme on arrive à le conclure de la présence de Lysias revenu de Thurii en 411, de la mention de Sophocle et d'Euripide comme vivants, ils moururent en 405, et d'autres indices encore, Platon aurait eu ainsi de 23 à 24 ans. Comment croire qu'à cet âge, et 6 ans avant la mort de Socrate, il eût distancé son maître de si loin et fut en possession de tout le système philosophique qui fait son originalité? Entre le Phèdre et les premiers dialogues écrits sous l'influence de Socrate, le Lysis, le Charmide, le Laquès, le Ménon, le Criton, etc., la différence est frappante. Dans ses ouvrages, Platon expose les doctrines de Socrate et ne s'élève guère au-dessus des préoccupations exclusivement morales de son maître. Dans le Phèdre, au contraire, il expose sa propre doctrine, la théorie de l'amour, la méthode de la dialectique et le système des idées. On reconnaît d'ailleurs dans ce système si riche et si complexe certaines idées que Platon n'a pas trouvées à l'école de Socrate, mais qu'il a rapportées de ses voyages. Le récit relatif à l'écriture et à ses inconvénients semble venir tout droit de l'Égypte. La preuve de l'immortalité de l'âme, la vie des âmes avec les dieux, les migrations qu'elles subissent, la supériorité de l'enseignement oral sur l'enseignement écrit sont des idées pythagoriciennes, et c'est aux écoles de la Grande Grèce et à Philolaos que Platon les a empruntées. On peut conclure de tout cela que Platon n'a pu composer le Phèdre qu'après ses voyages en Égypte, en Italie et en Sicile. Mais à quelle époque ? Sur ce point, l'accord est loin d'être fait. Les uns pensent que Platon a écrit cet ouvrage pour préparer la voie à l'enseignement qui se proposait de donner, en opposant à l'art terre-à-terre des rhéteurs en vogue la sublime grandeur de la philosophie et la supériorité de la méthode dialectique. Mais il est beaucoup plus vraisemblable que, s'il a eu ce dessein, c'est au Gorgias qu'il faut le rapporter. Ainsi est-on porté aujourd'hui à reculer beaucoup plus tard la composition du Phèdre. Wilamowitz et Léon Robin la placent après le banquet et la République. On sait que Phèdre, au début du banquet, se plaint que ni poète ni sophiste n'ait jamais songé à faire l'éloge de l'amour. Si le Phèdre, où l'amour est célébré si magnifiquement, avait paru avant le banquet, la plainte de Phèdre serait inexplicable. Il faut donc accorder la priorité au banquet. D'autre part, l'étonnement que marque Glaucon au 10e livre de la République, quand Socrate avance que l'âme est immortelle, suppose que ni le Phédon ni le Phèdre n'avaient encore paru, car le premier tout entier est consacré à la démonstration de l'immortalité, et la preuve qui en est donnée dans le Phèdre est célèbre.
Il ne reste donc qu'à déterminer lequel des deux ouvrages, le Phédon ou le Phèdre, a précédé l'autre. Il semble bien que ce soit le Phédon. En voici une première raison. Lorsque dans le Phédon, Socrate a exposé toutes ses preuves, Simmias avoue qu'il ne peut s'empêcher de garder quelque défiance à l'égard de la thèse soutenue par Socrate. Et Socrate lui répond « Non seulement ce que tu dis là, Simmias, est fort bien dit, mais quelque sûres que soient nos premières hypothèses, il n'en faut pas moins les soumettre à un examen plus approfondi. » Platon a repris en effet cet examen dans le Phèdre et il a fondé dans cet ouvrage l'immortalité de l'âme sur le principe du mouvement, et cette preuve lui a paru si concluante qu'il l'a reprise encore dans le Timée et dans les lois. D'autre part, le Phèdre présente de remarquables ressemblances avec les dialogues de la troisième période, en particulier avec le Théétète. Léon Robin les a mis en évidence dans son introduction au Phédon. Et il en a conclu que la place la plus vraisemblable du Phèdre est avant le Théétète. Sa conclusion me paraît très plausible. Où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur la place du Phédon que je mets après la République et avant le Phèdre. Pour d'autres raisons qui d'ailleurs confirment la mienne, Madame Tarrant, dans son édition de l'Hippias majeur, place, ainsi que moi, le Phédon après la République.